par exemple, le fameux pop-up d'infolette là, qui pop sur n'importe quelle page à n'importe quel moment. Non, c'est pas nécessaire. La personne, admettons, est dans ton blog, elle est en train de lire un article super intéressant, elle vient d'arriver sur la page, elle a cherché sur Google, elle est tombée sur ton site, déjà là, bravo, c'est bon, ton site est ressorti. Puis là, tu y mets un pop-up d'en face. C'est sûr qu'elle va fermer le pop-up tout de suite, tu sais, c'est pas la bonne stratégie. Fait que ça, c'est un bon exemple de, tu sais, quand montrer l'information où. Fait que sur une entreprise de service, c'est super important, justement, que le message passe bien, qu'il n'y ait pas de trop de contenu superflu, que le menu soit clair. Puis souvent, tu sais, ça rentre aussi même dans la rédaction des items du menu. Tu sais, c'est super important. Mettons, souvent, on va voir quelqu'un qui va vouloir être original, admettons, puis qui va mettre un nom de menu, genre de 3-4 mots, qui en fait voudrait dire mes services, tu sais, quelque chose comme ça. Puis ça fait que la personne, ben, elle va peut-être pas comprendre rapidement de quoi on parle, tu sais, puis elle va peut-être même quitter ton site parce qu'elle trouve pas ce qu'elle cherche. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 56. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous passez une belle fin d'année, un beau début d'hiver. Je sais pas quel genre d'hiver on va avoir. À date, on a été un peu épargnés, mais bon. Personnellement, je suis dans un espèce de gros rush de fin d'année, mais pas juste pour le travail, parce que ici, dans la famille, on déménage, on change de condo, on a acheté un petit peu plus grand. Je vais avoir mon bureau à la maison. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'arrêter de travailler à la table de cuisine. Et acheter, pour celles qui ont passé à travers le processus, est un moment quand même assez stressant à cause de toutes les procédures, la paperasse, toutes les grosses décisions qu'il y a à faire, les grosses dépenses. Tu sais, s'il y a un moment où on peut vraiment sentir la douleur d'acheter, je pense que c'est quand on achète un bien immobilier, puis nous, en même temps, on est en train de vendre, puis là, bon, il y a toutes les visites de notaire, puis ces derniers jours, je réalise à quel point je pense beaucoup à l'expérience client, en fait. Je pense beaucoup à comment je me sens en tant que client qui doit passer à travers cette grosse montagne-là, douloureuse, justement, qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie mentale, qui ajoute beaucoup de tâches à mon agenda. Puis comment les notaires nous rendent vraiment pas la vie facile. Comment les banques non plus, là, on va se le dire, là, comment tout ce système vraiment intense de procédures a pas été repensé pour remettre, j'ai l'impression, le client au centre de l'expérience parce que, tu sais, puis là, c'est des formations professionnelles, là, mais je regarde des courriels de 500 mots qui me sont envoyés avec 10 action items, des affaires que je dois remettre, de la terminologie hyper compliquée à comprendre. Tu sais, moi, je suis pas une... Tu sais, je suis pas une assureur, je suis pas une planificatrice financière, je suis pas... Tu sais, toutes les décisions qu'on me met aussi dans mon assiette à prendre de façon quand même assez rapide, sans me donner l'information dont j'ai besoin. Bref, c'est une super belle étude de cas pour parler du sujet d'aujourd'hui. Là, je ne vais pas vous parler de notaire plus que ce qu'il faut, là. C'était juste pour vous mettre en contexte du sujet aujourd'hui qui est l'expérience utilisateur, le UX. Et c'est super important pour moi, en tant que spécialiste du marketing, spécialiste des communications, d'intégrer la réflexion UX, la réflexion expérience au sein du processus de promotion, au sein du positionnement de marque même, parce que c'est ce qui va faire qu'un client va ressortir de l'achat, va ressortir
de la relation qu'il va entretenir avec vous, avec un bon souvenir, avec une belle expérience. Puis, pour en revenir à mon exemple immobilier, tu sais, je peux penser à plusieurs points de friction et là où ils auraient pu être évités. Puis, je pense par exemple aussi à mes courtiers immobiliers qui ont été vraiment bons. Puis, si vous trouvez des bons courtiers dans votre vie, gardez-les parce que c'est loin d'être la norme, des gens qui vont vraiment vous accompagner à travers ce processus-là. Et à quel point, tu sais, les différents types de communication, mais jusqu'à la façon dont les gens sont habillés pour vous accueillir lorsque vous faites ce genre de transaction-là, peut avoir une incidence sur la façon dont on se sent servi en tant que client. Puis, quand on fait du marketing et quand on offre quand on pense à notre positionnement de marque, il faut penser à tous ces messages conscients et inconscients qu'on envoie à notre client. Et ça peut passer aussi par la façon dont nos outils sont faciles à utiliser, faciles à consommer, notre langage est adapté, etc., etc. Donc, pour parler de UX, j'ai décidé d'inviter une spécialiste dans le domaine, Lauralie Moreau, qui, elle, est spécialiste UX, UI. Puis là, UX, on écrit ça avec les lettres là, UX, et UI, c'est UI, qui est expérience d'interface. Et Lauralie, je l'ai invitée parce qu'elle a une approche à échelle humaine. Elle est la fondatrice de Géode Studio, qui est un studio multidisciplinaire qui crée des sites web, crée des plateformes, des applications, etc., etc. Lauralie a eu l'immense privilège de commencer sa carrière au sein des meilleurs chez LG2 à Montréal. Quelques 18 mois plus tard, elle va prendre l'avion vers Beijing pour assurer le rôle de lead designer web d'une agence spécialisée en e-commerce. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui connaît ça, le UX, il n'y a rien de mieux que le e-commerce pour se baptiser à ce genre de pratique-là. Puis après avoir travaillé pendant plus de 5 ans en agence ici et ailleurs, de start-up à des multinationales, elle décide de troquer le monde effréné pour devenir travailleur autonome et fondé Géode Studio en 2016. Le studio qu'elle a fondé se consacre au design et à la programmation de logiciels en ligne, des SaaS, d'applications mobiles et de boutiques en ligne e-commerce. Alors, on a une super belle conversation avec Lauralie sur c'est quoi exactement le UX, comment est-ce qu'on peut commencer à penser un peu plus UX, même si on est juste un entrepreneur, un solopreneur, un travailleur autonome, si on lance notre premier site web, et comment est-ce que ça peut, tu sais, c'est quoi le changement de mindset qu'on doit avoir pour servir notre client à ce niveau-là aussi, puis comment est-ce que ça peut nous amener à mieux servir notre client dans le fond, tu sais, faute de me répéter, comment est-ce que le UX peut nous aider à fournir notre offre de service d'une façon fluide, cohérente et aussi agréable. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Lauralie. Moi, je vais aller répondre à des courriels de notaires en espérant que je vais faire la bonne chose au bon moment. Et j'ai bien envie de savoir comment vous comprenez l'expérience utilisateur, comment vous l'appliquez dans vos processus, comment vous avez intégré cette réflexion-là dans la façon dont vous présentez votre offre de service et même remplissez vos services eux-mêmes. Donc, je vous laisse avec Lauralie et on se parle très bientôt. Salut Lauralie, bienvenue sur l'Ambition au féminin. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Allô, moi aussi, je suis vraiment, vraiment contente de te parler. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu plus technique parce que c'est ton expertise, qui est l'UX ou l'expérience utilisateur. Puis juste pour commencer là, direct dans le vif du sujet, je voulais que tu nous expliques peut-être un peu c'est quoi pour toi le UX, puis comment t'as tombé dans ce bain-là, comment t'as décidé d'en faire ton expertise. Mais dans le fond, il faut dire que l'expérience utilisateur, pour donner une petite définition large, c'est l'expérience qu'un utilisateur va vivre dans la globalité de l'interaction sur un site web ou dans une app, mais ça peut même aller plus loin que ça. Ça peut aller au design de service en général, à l'expérience que tu vas vivre dans un hôpital avec la signalétique qui va t'orienter dans l'espace. Donc, ça s'applique à toutes les sphères où il y a l'humain qui est impliqué. Puis moi, c'est exactement ça qui m'a amené vers ça.
c'est que le UX, c'est les gens, c'est l'humain, puis moi, je tripe sur les gens, je tripe sur le non-verbal, sur la psychologie, les habitudes, les réactions que les gens peuvent avoir. Fait que non seulement le design, en fait, je suis arrivée par le design, puis j'ai bifurqué vers ce qui est plus UX. Je fais encore du design, mais aussi plus du UX parce que c'est l'humain, c'est ça qui me fait triper. Puis de comprendre qu'est-ce que tu fais dans ton interface peut influencer la psychologie, comment est-ce que quelqu'un, justement, sur une boutique en ligne va acheter plus ou moins juste avec le positionnement d'un bouton ou juste avec le copywriting d'un texte. C'est ça qui me fait triper à fond. Ouais, puis je trouve ça hyper pertinent parce que, comme on se disait avant l'entrevue, dans le travail que je fais avec le positionnement de marque puis avec le message, le UX devient super important dans l'espèce de message inconscient qu'on passe à notre client aussi, puis dans la facilité qu'on lui donne de naviguer notre contenu. Puis je pense que, tu sais, c'est là que ça devient vraiment, comme tu dis, tu sais, un processus empathique puis un processus mis au service de l'autre. Ouais, ça va vraiment de pair, en fait. Puis ça serait le fun même de travailler un jour ensemble, de voir comment qu'on peut, tu sais, joindre les deux, parce que oui, ça va vraiment ensemble, tu sais. Où c'est positionné dans le site, oui, mais comment on l'approche, comment on l'amène. Puis toi, tu sais, dans ton travail, c'est de comment trouver les bons mots, pas trop de mots, juste assez de mots pour bien passer le message, mais c'est un peu la même chose, ça va de pair complètement ensemble, t'as raison. Et je sais que, bon, peut-être les gens, des fois, ils vont confondre certains des domaines d'expertise qui sont en lien avec la création du site, tu sais, comme par exemple, t'as les intégrateurs, t'as les graphistes, t'as, tu sais, ce que tu fais avec le UX. Puis toi, vu que t'as une agence qui, j'imagine, genre, va chercher pas mal toutes ces expertises-là, comment tu t'assures que chacun y garde peut-être son petit champ d'opération assez facilement? Ça, tu vois, c'est quand même très important quand tu as une équipe à gérer de bien que les tâches soient bien définies. Faut pas se piler sur les pieds, tu sais, parce que c'est quand tu as deux personnes qui font la même chose ou que c'est pas assez défini, là oui, il peut y avoir des frictions. Fait que tu sais, mais nous dans notre équipe, tout le monde, tu sais, tout le monde sait c'est quoi leur tâche. Tu sais, souvent il y a les intégrateurs qui sont front-end, donc ça c'est l'intégration, vraiment le visuel du site web, ce que tu vois quand tu arrives sur un site web. Le back-end, ça c'est toute la poutine en arrière qui est comme super compliquée puis qui fait que tu fais un appel au front, puis là, ça passe dans le serveur. Fait que tout ça, c'est comme ça, c'est assez clair pour l'équipe, mais c'est plus pour expliquer aux clients c'est quoi la différence entre nos différents services. Là, c'est là que on a une belle analogie. Souvent, on compare ça à comme la construction d'une maison. Fait que dans le fond, l'intégration, tu sais, tout ce qui est la programmation, c'est la fondation de la maison. Est-ce qu'on met un sous-sol ou on met une cave de service? C'est la structure des murs. Après ça, le UX, on peut comparer ça à plus les grandeurs standards. Mettons, le comptoir de cuisine, il faut qu'il y ait quelle grandeur, quelle hauteur, parce que c'est ça qui est confortable dans une maison ou non. L'espace dans un corridor, il faut qu'il y ait deux personnes qui passent, qui passent de façon fluide. C'est quoi la largeur de la porte minimum? Tu sais, jusqu'où on peut aller dans l'expérience, dans le fond, de quand on marche dans la maison. L'escalier, il faut qu'il soit orienté par là ou par là. Puis après ça, le graphisme, ben c'est tout ce qui est le plus visuel, ce qui est le plus le fun, dans le sens où c'est là le client va plus avoir son implication. Donc, la couleur de la maison, est-ce qu'on est en brique ou en aluminium, la couleur des murs, tu sais, tout ça. Là. Fait que, le brand, ouais. Exact, le brand rentre là-dedans aussi. Fait que c'est là qu'on parle plus de design. Puis toi, ta portion aussi se ramène beaucoup au UX et un peu au graphisme, tu sais. Ouais, c'est ça, comme tout le travail au niveau le contenu, c'est un peu entre les deux, où on doit élaborer, tu sais, quel contenu on va mettre de l'avant et quelle va être la façon la plus ergonomique, entre guillemets, de le mettre de l'avant. Est-ce que, parce que souvent, tu sais, bon, dans mon expérience d'avoir travaillé sur des processus de rebranding ou de site web, tu sais, on va directement aller vers le graphiste, tu sais. Souvent, les gens, ils vont pas nécessairement avoir cette conscience du besoin en UX. Est-ce que pour toi, les deux vont ensemble? Il y en a un qui se fait avant l'autre? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de graphistes qui le font intuitivement, mais qu'est-ce qui leur manque, mettons, pour vraiment faire les choses bien? Puis comment nous, en tant que clients, on peut
on peut peut-être prendre plus ça en considération dans notre processus de création? Ben c'est sûr que, tu sais, le UX, l'expérience utilisateur, il faudrait toujours y penser n'importe quand, tu sais, puis comme je vous expliquais, dans n'importe quelle sphère du design at large. Fait que, tu sais, c'est sûr que le plus tôt on y pense, le mieux. Après, souvent, malheureusement, le UX est mis de côté parce qu'on veut couper dans le budget. Donc, on va se dire, ben non, on va aller direct au design, puis on va à peu près deviner qu'est-ce qui serait le mieux sur le tas. Des fois, ça peut marcher pour des plus petits projets, mais c'est sûr que d'avoir... parce que, tu sais, toi, tu connais ça, tu connais bien les personas. Donc, ça va être qui les utilisateurs ou la clientèle cible. Souvent, ça serait ça qu'on prônerait en UX si on veut faire un minimum de travail en amont. Ça serait de définir les personas, qui sont les personnes qui vont utiliser le site ou l'app. Puis, partir de là, puis essayer de construire un minimum autour de ça si on veut pas investir, mettons, dans une stratégie de UX. Mais sinon, tu sais, quelqu'un qui voit pas l'importance, en fait, c'est surtout d'expliquer comment je peux dire, expliquer qu'est-ce que la personne veut accomplir comme action sur son site. Moi, je prends un exemple d'un site parce que c'est ça qu'on fait, là. Mais tu sais, c'est quoi les actions qu'il veut faire? Donc, est-ce qu'on parle d'une boutique en ligne? OK, est-ce que tu veux plus de ventes? Tu veux-tu plus de ventes combinées? Genre, tu veux-tu que les gens essaient d'acheter, tu sais, minimum 2 produits par achat ou par commande? Fait que, sachant les buts, après ça, on oriente, puis on décide, OK, qu'est-ce qui serait le mieux? Puis on fait des tests, puis tu sais, c'est vraiment ça, c'est beaucoup d'itération. J'espère que je réponds à la question. J'ai l'impression que je me suis Absolument, comme absolument. complètement... Non, puis un des outils que j'utilise aussi dans les coachings en positionnement, c'est le parcours client, tu sais. Juste pour penser au flow de l'information, Ouais, comment ouais, le ouais. message, Puis je sais que, tu sais, en tout cas, c'est vraiment... c'est tiré du UX, dans le fond, de réfléchir à le client a un objectif, puis il doit passer à travers ces étapes dépendamment de où il en est dans son processus de décision. Puis j'imagine que c'est un peu ça, genre, que tu appliques aussi, là. C'est exactement ça. On fait ça de pair avec la définition des personnages, justement, puis on essaie, c'est ça, de définir c'est quoi les irritants aussi ou souvent, tu sais, si on part d'un site web actuel ou, mettons, d'une app qui est déjà existante, on essaie de voir c'est quoi les irritants, c'est où les problèmes qui surviennent, ou on essaie de deviner c'est quoi les problèmes qui pourraient survenir, puis justement, aller avec le parcours client, puis de c'est quoi le A jusqu'à B. Euh, les call to action, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme appel à l'action qui vont comme attirer l'œil, attirer le subconscient. Mhm. Est-ce que tu préfères travailler avec tes clients from scratch, genre table rase, ou t'aimes ça régler des problèmes de sites existants? Moi, j'adore ça, régler des problèmes. J'adore ça, tomber dans quelque chose qui existe déjà, puis analyser, dire, oh mon Dieu, mais ça, je te le dis, on change ça, puis ça change tout. Ou, tu sais, faire des tests aussi. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des plateformes spéciales pour vraiment faire. Tu connais probablement ça, mais il y en a une qui s'appelle Hotjar, par exemple, où tu peux installer. C'est vraiment super. C'est que tu t'installes dans le code du site un tracker, là, tu sais, c'est comme assez technique, mais bon, t'installes quelque chose qui fait que c'est un peu voyeur, là, mais tu vois les curseurs des vraies personnes qui vont sur le site, puis tu vois où les gens arrêtent de regarder le site, jusqu'où ils scrollent dans la page. Fait que ça, c'est tous des outils qui permettent d'analyser, puis aussi Google Analytics, ça permet d'analyser, OK, qu'est-ce qui se passe sur le site actuellement, où il y a des frictions, où ça arrête, où les gens sortent. Euh, Est-ce que les gens abandonnent leur panier quand ils ont commencé une commande, tu sais, tout ça. Mhm. Puis, il y a autant de l'analyse à faire du côté d'expérience utilisateur, le UX, que dans améliorer le UI aussi, l'interface, le design de l'interface, tu sais. Puis quand tu parles de design interface, là, c'est là où les boutons sont placés ou... C'est ce que tu appelais le graphisme plus tôt. Dans le fond, OK. c'est tout ce qui est le brand, justement, comment on utilise le brand, puis comment on le fait passer, mettons, dans l'interface du site web ou dans l'interface de l'application. Ça peut être, oui, effectivement, mais pas nécessairement juste où les boutons sont placés, mais la couleur des boutons, la palette de couleurs, comment on va utiliser ça, les images qu'on va utiliser, oui, exact, la grosseur du texte, tout ça, tout ce qui est comme coloré puis qui fait l'identité du site web, en fait, ça, c'est l'interface, c'est le UI. Mhm.
OK, cool, intéressant. Puis ça me fait penser à une question. Puis là, je sais pas si les gens vont trouver ça trop technique comme notre discussion aujourd'hui, mais whatever, genre. Mais je sais qu'à un moment donné, j'avais justement un rebranding à faire, puis un des gros enjeux, c'était l'accessibilité de l'information, tu sais, pour les personnes qui ont tu sais, comme par exemple, qui sont malvoyants ou, tu sais, ils ont des problèmes, je sais pas, moi, ils ont du braille sur leur. Bref. Est-ce que le UX réfléchit à ça aussi? Ben, idéalement, oui. Puis, Mhm. normalement, oui, on devrait avoir une très grosse empathie pour tous les types d'usagers. Puis, justement, nous, on essaie vraiment de plus en plus de penser à tous les types d'usagers. Donc, tu sais, c'est ça, quelqu'un qui a des problèmes de vue, sans nécessairement juste être aveugle, mais juste quelqu'un qui voit pas très bien, qui a comme moins de mobilité dans les mains. Tu sais, souvent, tu vas voir des sites qui vont être super wow, avec plein d'effets. Le curseur est rendu en forme de cercle, puis là, il se promène, mais comme il est plus lent que la souris normalement. Ça, c'est beau, mais du côté expérience utilisateur, pour quelqu'un qui a des limitations, c'est vraiment pas bon. C'est frustrant, puis même l'usager va avoir envie de quitter le site, ou tu sais, puis il sera pas capable d'utiliser le site, ou tu sais, des sites qui ont plein de scrolls un peu, tu sais, avec des blocs qui sont pas en même temps. Tu sais, il faut vraiment penser, je dis pas qu'il faut jamais faire ça, puis nous, on en fait aussi des effets dans nos sites, mais c'est plus, puis aussi, là, on touche même pas le niveau du contraste des textes, tu sais, il y a même des sites qui permettent d'analyser les niveaux de contraste dans tes designs pour t'assurer que le texte est lisible, tu sais, pour quelqu'un qui a moins de bonne vue, qui est lisible, qui est capable de faire la différence avec le fond. Donc, c'est ça, on utilise des outils pour ça, puis sans jamais mettre d'artifice ou de petits bonbons dans une interface, c'est important de penser à c'est qui justement la clientèle cible. Si ton site, j'ai travaillé par exemple sur le site d'un organisme qui s'adresse aux personnes âgées. Ça, tu vas pas aller faire un design complètement farfelu avec plein de choses qui bougent partout ou avec des textes très, très petits parce que tu sais que ta clientèle, ça va être des gens d'au moins 65 ans et plus. Donc, ça, justement, on est allé avec des textes plus gros que ce qu'on aurait fait normalement pour un site qui s'adresse, mettons, aux millennials. Mhm. Tu sais, des choses comme ça. Fait que oui, pour répondre à ta question, c'est super important de garder tous les types d'usagers en tête. Puis, il y a plein de sites, plein d'informations partout n'importe qui peut s'intéresser à ça puis faire des recherches, même si on n'est pas des designers UX aussi. Mhm. Puis, ouais, non, c'est important. Puis des fois, on a peut-être l'impression que c'est une grosse montagne, surtout si on n'est pas entraîné à réfléchir comme ça. Ouais. Euh, pour quelqu'un qui est vraiment, genre, bon, qui lance son premier site ou même son site est déjà lancé, tu sais, y a-tu des symptômes que tu vois souvent chez tes clients qui vont les amener à soit vouloir faire un redesign de leur site, ne sachant pas que c'était nécessairement le UX, et que toi, là, après ça, tu leur dis non, mais regarde, genre, c'est au niveau de l'expérience qu'on peut aller faire des modifs. Ouais, c'est un bon point, ça. Souvent, c'est ça. C'est vrai que ça peut arriver que la personne, justement, elle a déjà un site, puis elle dit là, ça marche pas. J'ai l'impression que les gens comprennent pas, tu sais, ils vont pas, ils cliquent pas au bon endroit. Les gens m'appellent, je reçois des appels, mais pourtant, toute l'information est dans mon site, tu sais. C'est souvent, comme tu dis, admettons, il n'y a pas une page service avec les services bien définis ou, tu sais, l'information n'est pas facilement trouvable. Puis sinon, pour quelqu'un qui part de zéro, qui n'a pas encore de site, tu dis les symptômes, tu sais, qu'est-ce que la personne peut ressentir. Souvent, ça va être, tu sais, quelqu'un qui... En fait, pour définir si quelqu'un a besoin de services de UX ou du moins d'une petite réflexion, c'est, tu sais, quelqu'un qui a plein d'idées, qui sait à peu près c'est quoi les fonctionnalités qu'il veut voir sur son site, qui sait qu'il aimerait avoir des contacts via son formulaire, mais qui... Excuse-moi, c'est le chat. C'est mais correct. qui euh, mais qui sait pas comment s'y prendre, qui sait pas OK, mais le menu, il serait supposé être monté comment? Mhm. La page de contact, on est supposé y arriver de quelle façon? Le formulaire, il est supposé être où? Il est sur toutes les pages? Tu sais, c'est quand on a l'impression qu'on sait ce qu'on veut, mais qu'on sait pas comment y arriver, ça peut être un bon indicateur de on peut Mhm. peut-être faire un petit travail de UX là-dessus. Mhm. Puis c'est intéressant que vous, dans votre équipe, tu sais, t'as aussi des rédacteurs et des choses comme ça parce que je pense que cette réflexion-là, veut pas, elle peut venir aussi par plusieurs champs d'expertise
qui, globalement, vont encore plus améliorer cette expérience-là. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on parle beaucoup, j'imagine, dans ton cas aussi, de boutiques en ligne qui vont vouloir optimiser ce flow-là des clients. Mais selon toi, tu sais, là, l'entreprise de service peut aussi bénéficier de ça. Ben oui, tout à fait. Tu sais, justement, tu sais, on voit ça des fois. Par exemple, le fameux pop-up d'infolette là, qui pop sur Oui! n'importe quelle page à n'importe quel moment. Non, c'est pas nécessaire. La personne, admettons, est dans ton blog, est en train de lire un article super intéressant, elle vient d'arriver sur la page, elle a cherché sur Google, elle est tombée sur ton site, déjà là, bravo, c'est bon, ton site est ressorti. Puis là, tu y mets un pop-up d'en face. C'est sûr qu'elle va fermer le pop-up tout de suite, tu sais, c'est pas la bonne stratégie. Fait que ça, c'est un bon exemple de, tu sais, quand montrer l'information où. Fait que sur une entreprise de service, c'est super important, justement, que le message passe bien, qu'il n'y ait pas de trop de contenu superflu, que le menu soit clair. Puis souvent, tu sais, ça rentre aussi même dans la rédaction des items du menu. Tu sais, c'est super important. Mm. Mettons, souvent, on va voir quelqu'un qui va vouloir être original, admettons, puis qui va mettre un nom de menu, genre de 3-4 mots, qui en fait voudrait dire mes services, tu sais, quelque chose Ouais, comme ouais. ça. Puis ça fait que la personne, ben, elle va peut-être pas comprendre rapidement de quoi on parle, tu sais, puis elle va peut-être même quitter ton site parce qu'elle trouve pas ce qu'elle trouve, qu'elle Ouais. cherche. Hey, c'est drôle parce que l'infolette que j'ai envoyée ce matin, c'était à propos de ces mots qui veulent rien dire. Oh mon Tu sais, Dieu! genre, aligner, être sur son X. Être sur Puis, tu son sais, X, ouais. là, on parle vraiment de rédaction puis de message, mais, tu sais, c'est un peu la même représentation de la clarté, mais à travers les actions que tu fais. Ouais, tellement. Est-ce que t'aides tes clients à penser à leur workflow? J'utilise tout le temps ce mot-là, mais je pourrais utiliser processus, tu sais, mais d'expérience client aussi, de dire, tu sais, ah ben, tu pourrais avoir, mettons, un email qui part à ce moment-ci ou tu te concentres plus sur le site? Ben, ça dépend les besoins du client. Des fois, il y a quelqu'un en stratégie marketing qui a comme cette tâche-là, qui est cette partie-là du travail. Donc, ça dépend vraiment de l'envergure des projets. Mais sur un plus petit projet où, admettons, on s'occupe du site de service de quelqu'un, euh, puis on est le one-stop shop, là, tu sais, vraiment, on est comme soit moi toute seule ou avec un programmeur, par exemple. Oui, c'est clair qu'on va toucher un peu cet aspect-là parce que ça rentre dans l'expérience client, justement, ça rentre dans Mhm. l'expérience globale. Mhm. Tout à fait. Mhm. J'avais vu bon, je sais pas si ça va te parler ou non, mais j'avais vu une publication sur LinkedIn qui disait l'expérience utilisateur, c'est pas la même affaire que le service à la clientèle. Ou l'expérience client, c'est pas la même affaire que le service à la clientèle. Puis je trouvais ça intéressant comme distinction parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu réponds bien au téléphone ou que tu écris dans des beaux messages que l'expérience client est nécessairement positive. Oui, tout à fait. Puis même que tu savais que c'est maintenant, depuis quelques années, c'est une carrière en soi. L'expérience client, ça s'appelle CX au lieu de UX. Puis c'est Customer Experience. Puis c'est vraiment exactement la façon que tu interagis avec les customers, les clients. Tu sais, soit dans une boutique physique ou une boutique en ligne, par exemple. Ou pas juste une boutique, ça peut être un service, ça peut être, exemple, un fils de ce monde. Ben, tu vois, désolée, le petit chat! Tu vois, justement, par exemple, Fizz, ben, eux ont décidé la compagnie de téléphone, là, Internet, eux, tu vois, ils ont décidé de miser sur l'expérience du client, mais via un chat. Donc, il n'y a aucune ligne téléphonique. Eux, ils ont décidé comme de faire ça comme ça. Mais ça rentre dans du customer experience. Comment le client va vivre l'expérience de A à Z ou quand il y a un problème, comment il va vivre ça. Donc, c'est une chose en soi. Fait que oui, tu as tout à fait raison. Tu sais, le post mentait pas là-dessus. C'est deux branches différentes, mais ça peut se recouper parce que, tu sais, là, on parle de Fizz qui est comme une multinationale, admettons, là, mais tu sais, ça peut se recouper sur des plus petits projets ou des plus petits sites, par exemple. Oui, puis ça peut aussi avoir, tu sais, ça peut aller jusqu'à la façon dont tu fais ta soumission, puis le genre de document que tu fais aussi, tu sais, comme ça peut aller vraiment loin dans, tu sais, moi je le vois tout le temps, c'est l'information, comment elle est véhiculée, puis comment est-ce que, tu sais,
encore une fois, on en revient à l'empathie radicale là, pour notre client dans un certain sens. Ouais, 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 ouais. Ben, c'est ça, tu sais, l'expérience utilisateur se recoupe avec l'expérience client. C'est de voir jusqu'où on a un projet qui requiert même d'avoir les deux services. Si on parle d'engager quelqu'un, admettons, pour faire Mhm. nous aider là-dedans. Mais oui, tu sais, l'expérience utilisateur, moi, je considère que moi, personnellement, mettons dans ma pratique, c'est la façon dont je réponds à mes courriels, la rapidité à laquelle je réponds aux messages. Euh, est-ce que j'envoie un tout petit message pour dire j'ai bien vu votre message, je vais vous revenir dans 2 jours. Tu sais, comme tout ça, je trouve, personnellement, rentre dans l'expérience utilisateur. Puis ça fait que les gens, quand ils m'engagent, ils ont une expérience le fun. Ils ont Mhm, l'impression d'être pris mhm. en main. Ils ont l'impression de ne pas être laissés de côté. Donc oui, tout ça rentre là-dedans. Puis tu sais, toi, j'imagine que tu en parles beaucoup avec tes clients avec qui tu fais de l'accompagnement parce que c'est super important. Ouais, puis je pense que, tu sais, on peut faire le lien aussi avec tout le concept de charge mentale qu'on vit au quotidien, parce que moi, j'aime ça toujours rappeler quand on parle de contenu, puis tout ça, c'est comme, oublie pas que ton client, c'est une personne qui a plein d'autres affaires dans sa vie qu'il doit gérer en termes d'information, puis que cette charge mentale-là, tu veux pas nécessairement l'accumuler, parce que des fois, les gens, tu sais, ils vont dire, ouais, mais il a pas lu mon site au complet, je vais lui envoyer genre un document de 3 pages qui va tout donner les informations. Comme ça, il y aura plus de questions à propos de rien. Puis c'est comme non, parce que tu lui donnes genre un trop gros travail à faire. Tu sais, il faut que l'information soit distillée en amont. Ouais, ça, puis aussi, j'entends souvent des gens, des pigistes qui sont plus seuls dans leur pratique, puis qui ont une peur du téléphone, tu sais, mais ça Mhm. rentre dans l'expérience client aussi de dire, ouais, j'avoue qu'il y a peut-être beaucoup d'informations, peut-être que ça fait beaucoup de choses à lire, tu sais, moi, je suis bien courriel dans la vie, mais tu sais, je comprends que j'ai des clients qui ont pas le temps de lire un long courriel, là, tu sais, fait que ça rentre dans l'expérience aussi de dire, ah, puis tu sais quoi, on peut faire un appel de 5-10 minutes, là, je t'explique tout ça au téléphone, puis après ça, tu vas tout Mhm. comprendre, tu sais. C'est aussi ça d'avoir le côté empathique, justement, de, hey, la personne, elle a peut-être une grosse journée, elle a peut-être ses enfants qui ont pas la garderie aujourd'hui, elle a peut-être pas le temps de lire un courriel, tu sais, peut-être qu'un appel, c'est plus simple, tu sais, ça rentre aussi là-dedans, tout à fait. Mhm. Mhm. T'as-tu peut-être des indices, là, t'en as dit plusieurs au fur et à mesure de notre conversation, tu sais, t'as parlé du persona, t'as parlé de la navigation, t'as parlé des mots aussi qu'on peut utiliser, tu sais, y a-tu, mettons, peut-être une ou deux autres grosses erreurs que t'es comme, ok, arrêtez de faire ça, guys, à part le pop-up? Le fameux pop-up. Euh, Ah, ben écoute, le fameux carrousel. Le carrousel en haut de page, tu sais. D'où ça vient cette idée-là de faire un carrousel? Puis je vais juste expliquer un peu de quoi je parle, tu sais, pour être clair. Mais dans le fond, le carrousel, c'est, tu sais, sur un site web, la première image, la grosse image que tu vois, ou qui est pas obligée d'être grosse non plus, là. C'est juste comme une image, mais qui est avec des flèches sur les côtés, où il y a plusieurs images, là, qui tournent soit Mhm. automatiquement, ou soit toi, il faut que tu cliques sur une flèche. Ça, c'est ce qu'on appelle un carrousel. Puis, à la base, pourquoi les gens ont commencé à faire ça, c'est que on voulait passer plusieurs messages, mais on savait pas, on n'était pas capable de décider quel message choisir. Donc, on a décidé de faire ça dans quelque chose qui tourne, puis qu'à chaque 5 secondes, ça change, puis que au final, il y a eu plein de, de recherches là-dessus qui ont prouvé que, ben, premièrement, là, l'utilisateur va probablement pas cliquer sur les autres flèches pour regarder les autres slides du carrousel. Souvent, rendu à la deuxième page du carrousel de l'image, l'utilisateur va être déjà scrollé plus bas dans la page. Donc, Mhm. c'est vraiment une fausse croyance de dire ah ben j'ai 3 messages à passer, je vais les passer toutes dans le même endroit. Tu sais, non, tu vois, il y aurait moyen de distiller l'information puis de faire des liens entre les pages, mettre des gros boutons d'appel à l'action, dire en savoir plus avec un bouton détaillé, un bouton idéalement qui décrit vers quoi tu t'en vas. Donc, justement, pour surfer là-dessus, une autre erreur qu'on fait souvent, c'est euh, mettre un bouton en savoir plus. Mais en savoir plus sur quoi, tu sais? Donc, ce qui est bien, Mhm. c'est de faire des boutons qui sont plus descriptifs. Par exemple, puis je vais te donner même une explication pourquoi après, mais par exemple, au lieu de. Tu as un bloc de texte tu sais, qui est une petite bio sur ton site web, mettons, sur la page d'accueil. Puis là, tu voudrais amener les gens à lire la bio complète ou quelque chose comme ça. Fait qu'au lieu d'écrire en savoir plus dans ton bouton, tu peux écrire
lire la bio complète. Juste quelque chose qui est plus descriptif, qui va donner une idée de vers où tu t'en vas par après. Puis une autre raison pourquoi c'est important de faire les boutons descriptifs, c'est encore une fois pour l'accessibilité. Les gens qui sont non-voyants, complètement non-voyants, qui peuvent pas voir du tout les mots, eux vont utiliser quelque chose qu'on appelle un screen reader, donc un lecteur de texte à l'écran. Puis ça va lire tous les petits bouts de texte qu'on voit à l'écran et ceux qu'on voit pas non plus, parce qu'en programmation, on peut décider de mettre des textes, par exemple, sur une image. On peut mettre un alt texte, puis ça va servir à décrire c'est quoi qu'il y a dans l'image si la personne ne voit pas l'image ou si l'image s'affiche pas à cause qu'il y a une erreur. Donc, le screen reader va passer à travers ça. Donc, s'il passe à travers un bouton qui dit « En savoir plus », bon, ben là, la personne va entendre ça dans son écouteur, va dire « Bon, c'est quoi ça, En savoir plus ?» Donc, une autre bonne raison de dire « On va penser à tout le monde dans notre site web, dans la rédaction, puis on va dire, au lieu « En savoir plus », on va écrire « Lire la bio complète ». Ouais, puis c'est super bon pour le SEO aussi parce que puis le SEO étant le référencement naturel, donc comment les moteurs de recherche ils vont comprendre l'information du site. Parce qu'on c'est drôle, hein, parce que les gens ils disent tout le temps comme je comprends pas le SEO, mais comprendre le SEO, c'est comprendre justement comment ton utilisateur il va agir sur ton site parce que le moteur de recherche veut imiter le plus possible le lecteur. Fait que je pense que c'est un bon point, tu sais, autant de UX que si vous voulez que votre site soit référencé mieux par Google et autres moteurs parce qu'ils vont comprendre que vous avez un souci d'empathie, justement. Exactement, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est récent quand même que Google qui est le leader dans les moteurs de recherche, l'algorithme de Google va justement chercher des faces. En fait, à quel point le site veut répondre à des vraies questions, pas juste parce qu'avant, le SEO, c'était beaucoup, on va jouer sur les mots-clés, puis le plus que de mots-clés qu'on va mettre, ben là, le mieux le site va ressortir. Avant, c'était vraiment ça, là. Ça a vraiment évolué au fur et à mesure de dire, non, dans le fond, on peut tricher en faisant ça, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est justement, Google maintenant a fait l'algorithme de façon à ce qu'on triche le moins possible, tu sais. Puis on veut vraiment répondre aux vraies questions. Ouais, le langage naturel, plus que juste des espèces de tactiques comme ça. Exact. Hey, c'est super intéressant. Je pourrais parler de UX toute la journée si je voulais, mais je vais te poser une dernière question peut-être pour nos auditeurs. Est-ce que, premièrement, comment toi tu sais, t'as-tu fait une formation? Genre, tu t'es-tu genre intéressé par toi-même? Comment tu t'es formé là-dedans? Puis est-ce que tu as des ressources pour des gens qui veulent peut-être en connaître un peu plus sur comment améliorer leur expérience utilisateur sans nécessairement devenir des experts? Ben, moi, personnellement, comment je suis tombée là-dedans? Ben, j'en parlais au début, mais c'est mon intérêt pour l'humain, puis les réactions humaines, puis la psychologie humaine. Mais moi, à la base, donc là, j'ai pas fait de formation en tant que telle en UX. Puis il y a beaucoup, en tout cas, dans les premières années, dans les dernières années, il y a beaucoup de gens qui bifurquaient vers le UX en ayant fait souvent du design d'abord ou en ayant fait d'autres choses connexes, mais sans avoir vraiment fait une formation là-dedans. Là, il commence d'avoir de plus en plus de formations vraiment en UX. Puis d'ailleurs, si quelqu'un veut s'intéresser à ça, puis vraiment comme faire une formation de quelques heures, je veux pas diminuer la formation, je m'en souviens plus c'est quoi le nombre d'heures au complet, mais tu sais, on parle pas d'une formation universitaire, on parle vraiment d'une formation continue. Il y a quelques boîtes à Montréal qui offrent des formations comme ça, dont YouCentric, ça s'écrit Y-U, espace Centric, C-E-N-T-R-I-K, je crois. Et puis, eux sont des pros en expérience usagée sur toutes sortes d'aspects, de types de projets. Et ils ont commencé depuis quelques années une formation qui s'adresse à tout le monde qui s'intéresse au UX, mais qui en aurait besoin, en fait, pour un peu dans son travail. T'sais. Donc, ça s'adresse beaucoup aux gestionnaires de projets, aux gens qui peuvent avoir un intérêt fort pour ça, puis qui peuvent trouver leur compte, surtout dans leur sphère de travail. Donc, ça, je conseillerais vraiment les gens de se tourner vers ça. Super, Lauralie, merci beaucoup pour toute cette information. Où on peut te suivre? C'est quoi tes plateformes préférées si on veut soit communiquer avec toi ou juste en apprendre plus sur ce que tu fais ou te suivre à travers tes aventures professionnelles? Ben, merci, Tatiana. C'était vraiment le fun. Pour vrai, moi aussi, j'aurais pu en parler toute la journée. J'ai comme deux facettes à ma pratique, en fait. On peut me trouver au lauraliemoro.com où là, c'est plus
ma personne, comment je suis tombée dans le milieu, puis éventuellement, je suis en train de créer une formation pour comment devenir freelancer à son compte. Donc, c'est en préparation. Donc, éventuellement, ça va être sur ce site-là. Et puis sinon, ben, j'ai un studio design avec lequel, justement, on fait du design UX, UI, des sites web, des applications, etc. Donc, c'est au ge-o-de.com. Puis, partout sur les réseaux sociaux, on peut nous trouver à GEODMTL, GEODMTL en un mot. Puis, c'est ça. Nice! Ben merci, je vais mettre tous les liens comme d'habitude dans les notes de l'épisode. Puis je te souhaite une super belle fin d'année. On se reparle hors podcast, mais merci de ta présence. Merci à toi, bye bye! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!